Monsieur Brahim Mouhouch, bonjour. Bonjour. Alors nous allons bien sûr parler d'eau et de pluviométrie et l'apport de cette eau pour le développement du pays, tant sur le plan social que sur le plan agricole. Pourquoi à chaque pluie, nos villes sont totalement inondées? Comment expliquer cette intensité des pluies en très peu de temps? Est-ce que c'est lié à la nature ou autre phénomène, professeur Mouhouch? Merci pour l'accueil. Effectivement, ce phénomène, on l'a constaté pratiquement dans tous les pays du monde. C'est normal parce que la transition entre la période sèche et la période humide qui est l'hiver, c'est l'automne. Et les rencontres des masses d'air chaudes de l'été et chargées encore d'humidité, avec le refroidissement naturel des masses d'air en altitude, cette rencontre fait que parfois il y a des intensités de pluie qui dépassent la norme. Et c'est le fait qu'il y ait une intensité élevée qu'il y a des débordements et des inondations. C'est pas parce qu'il pleut, parce que lorsqu'il pleut en hiver, lorsqu'il pleut en période normale, il n'y a pas d'inondation, il n'y a pas rarement d'inondation. Par contre, c'est les transitions entre les saisons qui font qu'il y a beaucoup d'eau qui tombe par minute, et il faut qu'on sache, que le citoyen sache que chaque millimètre de pluie qui tombe, c'est 1 litre par mètre carré. Ça fait 10 mètres cubes par hectare. Ça fait donc pratiquement 3 citernes de tracteurs pour 1 millimètre, 1 dixième de centimètre. C'est énorme, c'est énorme. Les gens ne donnent pas beaucoup d'importance à l'intensité de pluie. La pluie se caractérise par son intensité, sa durée et la finesse de ses gouttelettes. Mais par rapport à cette intensité, puisqu'étant un pays aride et semi-aride, comment s'adapter à cette situation de telle sorte à récupérer cette eau, ne pas la perdre, parce qu'elle est extrêmement précieuse pour notre pays? Ça, c'est une autre paire de manches. C'est vrai que s'il y avait des ouvrages de régulation et de stockage, faits pour ces raisons, beaucoup de pluies peuvent être donc stockées dans ces ouvrages-là. Mais je ne parle pas des zones urbaines. Les zones urbaines, c'est une autre paire de manches. Donc je parle des zones rurales où il y a beaucoup de surface, comme je vous l'ai dit. Chaque hectare reçoit donc 10 mètres cubes par millimètre tombé. Donc si on a des ouvrages, il y a plusieurs types d'ouvrages, on peut en discuter un jour de ces ouvrages-là. S'il y avait beaucoup d'ouvrages qui sont de volume variable, beaucoup de pluie aurait pu être stocké. Et actuellement, je vous l'ai dit la dernière fois, qu'on est sur un projet avec la FAO qui s'intitule collecte des eaux pluviales. Collecte des eaux pluviales. Hassad al-Ma'i. C'est-à-dire, actuellement, il y a des techniques qui font qu'on peut même récupérer l'eau de chaque bâtisse, de chaque bâtiment, de chaque hangar. On peut même récupérer les eaux des routes goudronnées, des aéroports, tout ce qui est imperméable. L'eau qui tombe sur ces régions-là peut être récupérée et stockée dans des bâches à eau, dans des bassins, mais faut-il les avoir à temps? Et par contre, ce qui s'est passé dans les villes, il y a un seul problème, et tous les spécialistes le savent, c'est que les regards sont souvent sous-estimés. Pourquoi je dis ça? Un regard, il a une fonction, il a un rayon d'action. S'il n'est pas entretenu à temps, automatiquement, s'il y a un orage qui dépasse le débit qui est possible par ce regard, automatiquement le surplus restera sur le sol. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va inonder. Et malheureusement, on l'a tous constaté que souvent nos regards ne sont pas bien entretenus, et surtout à temps, avant les grandes pluies, les orages du printemps, de l'automne. Et on l'a tous constaté aussi, que souvent, il n'y a même pas de grille dans un regard. Et un regard sans grille, il est plus dangereux que s'il n'existe pas. Parce que la grille, elle dégage tout ce qui est... Le dégrillage, elle enlève tout ce qui est grossier, qui risque de boucher le regard. Et un regard qui est bouché à 2 ou 3 mètres en profondeur, c'est fini, c'est la catastrophe. Il faut le démolir pour le reprendre. Alors il y a le phénomène de la nature et le phénomène de l'entretien des regards. Exactement. Les deux à la fois. Exactement. Alors sur les 20 dernières années, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'on a réalisé beaucoup d'ouvrages pour un peu la collecte des eaux pluviales, dépensé beaucoup d'argent, des milliards, 70 milliards de dollars pour réaliser barrages et stations de dessalement et raccordement. Mais est-ce pour autant on a réglé le problème d'approvisionnement en eau, puisque nous avons vu qu'il y a souvent des contestations dues à la coupure d'eau dans certaines localités récemment pendant le dernier Eid al-Adha? Oui, je l'ai dit ici dans ce local, l'Algérie, il faut reconnaître, depuis 20 ans, il y a eu des efforts incroyables qui ont été fournis par l'État.
pour la mobilisation des eaux, pour tout ce qui est hydraulique. Ça, tout le monde le connaît. Même à travers le monde, on reconnaît les efforts qui ont été consentis. Maintenant, est-ce que ça suffit? C'est vrai que ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que l'Algérie, comme je l'ai dit aussi ici, l'Algérie se trouve dans ce qu'on appelle le MENA, le Middle East North Africa. C'est la zone la plus sèche du monde. Même si on veut construire un barrage, s'il n'y a pas de site, on ne peut pas construire de barrage. Si on veut construire un barrage, s'il n'y a pas assez de pluie pour remplir le barrage, on ne le fait pas. C'est pas parce qu'on veut faire qu'il faut le faire. Un barrage, il a des conditions pour qu'il soit installé dans un endroit donné, et c'est pas n'importe lequel qui peut décider de l'installer ou pas. D'ailleurs, la preuve, on a beaucoup de barrages, malheureusement, qui ne se remplissent pratiquement jamais. Mais c'est déjà pas mal de les avoir construits. Mais justement, par rapport à cette question, les barrages qui se remplissent pas, certains considèrent qu'on a réalisé des barrages là où il pleut le moins à travers le territoire national. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas? C'est ce que je viens de dire maintenant. Si l'étude d'un barrage ou d'une retenue collinaire a été bien faite, il faut qu'elle ait un minimum de volume régularisé qui passe par cette retenue. Maintenant, si l'étude n'a pas été bien faite, si on n'a pas assez de pluie, la retenue ou le barrage ne se remplit pas, eh ben, il ne se remplit pas parce que ça n'a pas été fait comme il le faut. Mais un barrage qui est construit dans les conditions normales, normalement, il doit se remplir à un certain taux. Je ne dis pas 100%, mais au moins à un certain taux. Donc c'est une question d'étude. Si on a bien fait l'étude, le barrage doit être bon. Mais qu'est-ce qu'il y a eu de faire? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Est-ce qu'il faut aller vers l'eau non conventionnelle pour bien sûr pouvoir peut-être alimenter la population et développer le secteur de l'agriculture en eau? Par exemple, aujourd'hui le recyclage est incontournable, la réalisation des stations d'eau de dessalement c'est incontournable pour les régions nord du pays. Ça aussi, si vous vous rappelez, je vous l'ai dit, là aussi l'Algérie, elle a fait des efforts très 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 importants dans la désalinisation de l'eau. 13 stations qui sont sur place, qui fonctionnent, alhamdoulilah. Alors il y a 15 ans, ou 13 ou 14 ans, on n'avait pratiquement aucun litre d'eau. Actuellement, normalement, on désalinise pratiquement 1 milliard d'eau de mètres cubes par an. Exactement, c'est 800 et quelques millions qu'on désalinise. Pourquoi ne pas reconnaître cet effort? Maintenant, vous avez parlé du recyclage. Effectivement, là c'est un point noir parce que on n'utilise pratiquement pas, je dis bien pratiquement pas, et pourtant on jette à la mer entre 800 et 1 milliard de mètres cubes d'eau fil-am. Ça c'est pas normal, c'est l'équivalent du plus grand barrage d'Algérie de Beni Haroun qui fait pratiquement 1 milliard. Normalement on doit, et il y a eu beaucoup de stations, il y a pratiquement 200 stations d'épuration et de recyclage de l'eau, mais malheureusement les eaux qui sont rejetées, qui sont recyclés, ne sont pas réutilisés. Pourquoi? Il y a des raisons, ça demandera beaucoup de temps pour l'expliquer. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'Algérie s'achemine vers une situation où il pleuvra de moins en moins par rapport à la situation géographique que nous connaissons actuellement et bien sûr les autres phénomènes qui bien sûr viennent en plus se greffer à la situation, comme par exemple les changements climatiques? Comme tous les pays du monde actuellement, et on le sait, effectivement, moi je préfère parler de perturbation climatique parce que lorsqu'on parle de réchauffement de la Terre, logiquement, il y aurait moins d'eau. Mais actuellement, parfois, avec les inondations, avec les précipitations intenses que l'on voit dans certaines régions, apparemment, il y a autant d'eau qu'avant, probablement plus. Avec les perturbations, effectivement, un pays comme l'Algérie, qui est dans une région parmi les plus sèches, et s'il y a un petit changement climatique, on dit pratiquement que ce changement climatique va provoquer un dessèchement, si vous voulez, de l'ambiance de l'Algérie, et automatiquement il va provoquer une remontée de la zone de la désertification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les plages qui étaient cultivables sans problème avec une précipitation donnée, et ces 2 ou 3 degrés qui risquent de changer, vont provoquer jusqu'à 25 à 30 mm de pluie par an de moins. Mais pourquoi on met en exergue en avant nos faiblesses et pas nos avantages? Les eaux souterraines, c'est un acquis favorable pour l'Algérie. Certains considèrent que cette eau souterraine pourrait nous alimenter sur des millions d'années. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. 650 millions d'années. L'Albien, les spécialistes, ce qu'on appelle le SAS, considèrent qu'il y a 50 000 milliards, écrivez-le bien, 50 000 milliards de mètres cubes d'eau. Je crois que c'est l'un des réservoirs les plus grands du monde. Mais, c'est pas une eau qui est conventionnelle. C'est une eau qui est difficile un peu à utiliser, pour des raisons que je vais citer
à la va-vite, les plus importants. Les plus importants, c'est que c'est une eau qui est très profonde. Parfois, il faut creuser 2,5 km pour la voir. Bien sûr qu'à Adrar, elle peut affleurer. Mais dans toute l'Algérie, souvent, il faut aller à 1 km pour pouvoir l'utiliser. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est une eau qui est relativement salée. Sa salinité varie de 3 à 6 et même voire plus. Et cette eau-là, si on ne l'utilise pas comme il le faut, elle peut être beaucoup plus dangereuse que bonne parce qu'elle va saliniser la nature, à commencer par le sol. Et les humains actuellement ne l'utilisent pas telle qu'elle. Et troisième chose, elle sort à 68 degrés. On ne peut pas l'utiliser directement ni pour boire, ni pour irriguer. On peut à la limite l'utiliser pour le réchauffement des bâtisses, pour les douches et ainsi de suite, mais pas l'utiliser comme ça sans faire attention. Je dis bien que la salinité est l'un des problèmes les plus graves de cette ressource qui est parmi les plus grandes du monde, pour ne pas dire la plus grande. 50 000 milliards, c'est énorme, énorme, énorme. Mais est-ce qu'on pourrait espérer qu'avec les développements technologiques, on pourrait à l'avenir puiser de cette eau, puisque on creuse, vous parlez de creuser, on creuse bien pour le pétrole, pour essayer de trouver du pétrole. Il n'y a pas de doute, la preuve c'est que le PNE, le Programme National de l'eau en Algérie, prévoit 5 milliards FLM. Ah oui, c'est énorme. Et c'est 5 milliards, c'est 50% des eaux renouvelables de l'Algérie qui font 11 milliards. On n'a que 11 milliards qui est renouvelable par an. Et dans le PNE du ministère de l'Hydraulique, on prévoit 5 milliards de cette eau qu'on peut utiliser. Sinon, avec quoi on fonctionne actuellement dans le sud, tout ce qui est industrie, tout ce qui est agriculture, tout ce qui est même, parfois par les humains. Souvent, les humains n'utilisent pas l'eau l'albien, parce que, je vous dis, elle est salée. Et qu'une salée, c'est les sels totaux qui sont importants. Mais certains considèrent que la non-exploitation de cette eau profite aux pays voisins qui l'exploitent fortement, comme par exemple, puisqu'on est frontalier, à la Libye et la Tunisie, qui puisent énormément de cette eau. C'est vrai ou pas vrai? Effectivement, mais non, la Tunisie, non. La Tunisie, c'est un tout petit, une fraction toute petite. Par contre, la Libye, elle pompe, à ma connaissance, le projet, le grand fleuve, il pompe à peu près 2 millions de mètres cubes par jour. Ça, c'est énorme. C'est vrai que c'est énorme, mais la Libye, je vous le dis clairement, si c'était pas ce canal, il y avait des risques qu'elle disparaisse de la circulation, parce qu'il n'y a pas d'eau. La Libye manque, c'est-à-dire que son déficit est de 600%. Elle n'a que le 1/6 de ce qu'elle consomme. S'il n'y avait pas ce projet, là, la Libye risquerait d'avoir de sérieux problèmes. Mais nous, on pompe pas autant que la Libye, mais les projets de mise en valeur de ce type d'eau, ce type de réserve, demandent beaucoup d'argent et il faut qu'on s'y mette. Mais certains considèrent aujourd'hui que le Sud, à l'avenir, va alimenter le Nord en eau. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas? C'est à mon sens, en tant que... Puisqu'on a vu que tout maintenant peut se produire dans le domaine agricole au niveau du sud du pays, par rapport à cette richesse des eaux souterraines. Effectivement, l'exemple le plus connu, je vous ai dit que, disons, 4 ou 5 grammes par litre. Ça, c'est une eau qui n'est pas salée du tout si on veut la désaliniser. Ça ne demande rien du tout comme énergie pour passer à 1 gramme ou à moins d'1 gramme. Par contre, la mer, elle fait 33 grammes par litre. C'est pas 4 grammes. Donc c'est déjà plus facile à traiter, à déminéraliser et à désaliniser. Ça, c'est effectivement, si on a vraiment, on n'a pas assez d'eau dans le futur, on peut faire appel à ces réserves-là et les désaliniser et les déminéraliser pour les utiliser. Alors, si je m'en tiens à vos propos, il est profitable aujourd'hui pour l'Algérie d'exploiter ses eaux souterraines que d'aller vers le dessalement. C'est moins coûteux et plus propre pour la nature également. Moins polluant. Ou alors les deux à la fois? Oui, mais alors, les spécialistes connaissent ce type de choses. La désalinisation, je m'engage à dire quelque chose, ça peut être faux, mais pas faux, mais disons pas très précis. Actuellement, le mètre cube d'eau revient à un peu plus $1. C'est-à-dire que, disons, 100 et quelques dinars algériens. Maintenant, si on veut désaliniser au sud, il manque pas d'eau. C'est très simple de couvrir le besoin mais c'est le nord où il y a l'intensité de la population qui est importante. Vous voyez, donc au sud, il y a déjà la déminéralisation qui se fait. C'est pas la désalinisation, déminéralisation. Donc on rend l'eau utilisable. C'est vrai que c'est beaucoup moins cher pour les zones où il y a l'albien que de désaliniser l'eau de mer, parce que l'eau de mer fait 33 grammes par litre, alors que Hadik fait 2, 3, 4, 5 grammes. Alors autant choisir la déminéralisation. Alors professeur Brahim Ouhouch, moi je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs questions. Pour l'Algérie, nous avons réalisé beaucoup d'ouvrages. À horizon 2030, l'Algérie disposera au contrat pas moins de 140 barrages réalisés à travers tout le territoire national, parmi les gros barrages et des petits
barrages. Il y a aussi des stations de dessalement. Il y a eu aussi des transferts qui ont été réalisés. Mais est-ce pour autant on a mis en place une stratégie pour rationaliser cette eau de telle sorte à ce qu'il y ait plus d'efficience dans son exploitation? C'est un chapitre qu'on a complètement omis. On a réalisé et on a oublié l'essentiel. Effectivement, la gestion rationnelle de l'eau est un point extrêmement important pour l'Algérie. Je l'ai toujours dit d'ailleurs aux étudiants et à tous mes collègues lorsqu'on travaille dans ce sens sur l'eau. L'Algérie, on parle parfois de gestion de l'eau. Nous, on ne gère pas l'eau. Il faut qu'on apprenne à gérer la pénurie d'eau. Il faut qu'il y ait des spécialistes de gestion de la pénurie d'eau. Parce que l'eau, la gestion de l'eau, c'est les gens qui ont beaucoup d'eau qui gèrent l'eau. Nous, on n'a pas d'eau. Je vous le dis que jusqu'à preuve du contraire, l'Algérie n'a que 300 mètres cubes par personne et par an d'eau renouvelable. Et la moyenne mondiale est de 6000. On a 4% de la moyenne mondiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peu d'eau, les 4% par rapport à la moyenne mondiale, il faut bien les utiliser. À commencer par la goutte qui tombe. Et la goutte qui tombe, qu'est-ce que c'est qu'une goutte? Elle tombe sur une surface quelconque, à commencer par les 90% des cultures pluviales que nous pratiquons. Si le sol est préparé pour accueillir l'eau, il n'y aura pas beaucoup de ruissellement, il y aura beaucoup plus de stockage et beaucoup plus d'infiltration, que ce soit pour la culture au niveau des sols arables ou bien pour les nappes lorsqu'il y a assez d'eau. Mais maintenant, ce qui est décevant, c'est que souvent on mobilise de l'eau, on la stocke, on la comptabilise, on la transporte et au niveau de la parcelle, on perd 60% de la quantité utilisée. Mais c'est un crime, l'efficience d'utilisation de l'eau au niveau à tous les niveaux, pas seulement pour l'irrigation. Mais disons l'irrigation, comme elle consomme 70% de ses potentialités, les pertes sont énormes. Il ne faut pas qu'il y ait de pertes. Il faut que l'efficience d'utilisation de l'eau soit maximale. Il y a des pays qui arrivent à 90% d'efficience. Nous, on tourne autour de 50%. Mais est-ce qu'on peut avoir des chiffres, par exemple, sur le niveau de ces pertes et ce niveau de gaspillage de l'eau? Ben oui, il y a les rapports officiels. Il y a le CNES d'il y a 15 ou 20 ans, il dit clairement que les pertes sont supérieures à 50%. Ça veut dire que lorsqu'on mobilise 100 mètres cubes, on n'utilise réellement que 50. Ils sont perdus. Et c'est pas normal. Alors vous dites, il ne faut pas gérer l'eau, il faut avoir une politique de gestion de la pénurie de l'eau. Est-ce qu'on peut considérer que la collecte aussi, par rapport aux eaux pluviales, il y a beaucoup de pertes à ce niveau-là, puisqu'on a vu les dernières pluies sont toutes parties vers la mer? Oui, il faut pas voir seulement les zones urbaines. Les zones urbaines, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas. La Ghalba, c'est plus fort que nous. Lorsque vous avez des routes, lorsque vous avez des trottoirs, des fossés, l'eau qui tombe, de deux choses l'une, soit qu'elle est retenue quelque part et c'est pas facile de trouver des systèmes de stockage dans les zones urbaines, et elle va à la mer. Mais ce qui est grave, c'est les dommages qu'elle cause. Par contre, dans les zones rurales, là, on peut faire beaucoup de choses. L'eau qui tombe du ciel peut pratiquement être stockée au niveau des champs par ce qu'on appelle la collecte des eaux pluviales. Et actuellement, il y a un grand projet en Algérie avec la FAO qui s'intitule collecte des eaux pluviales, à commencer par les serres. On oublie qu'une serre plastique, on perd avec cette serre 120 à 150 mètres cubes par an. C'est énorme. Pourquoi? Parce que chaque mètre cube de cette serre, chaque mètre carré, lorsqu'il reçoit 1 mm, il reçoit déjà 1 litre. Vous voyez, comme elle fait 400 mètres carrés, 400 mètres carrés multiplié par 600 mm à Algiwa, ça fait 240 000 litres par serre. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faudrait revoir la politique que nous menons actuellement, aller vers une plus grande rationalisation, gestion de la pénurie de l'eau, revoir nos ambitions à la baisse, parce qu'on a tendance à penser qu'on a beaucoup d'eau et qu'on gaspille énormément, or que c'est une ressource très rare pour notre pays. Non, beaucoup d'eau, l'Algérie n'a pas d'eau, je pèse mes mots, l'Algérie n'a pas d'eau puisqu'elle a 4% de la moyenne mondiale. 4%, je dis bien, et je le dis à haute voix. Donc le peu d'eau dont nous disposons, il doit être renforcé par d'autres systèmes, à commencer par le recyclage des eaux, que l'on a pratiquement 1 milliard actuellement, et ça va encore augmenter. Deuxième et troisième chose, c'est la désalinisation de l'eau, qui se fait très bien jusqu'à maintenant. On fait pratiquement 800 millions de mètres cubes. Est-ce qu'il faut avoir des stations de dessalement à travers toutes les villes côtières? Non. Et le dessalement, c'est pas pour l'irrigation, qu'on s'entende, hein, parce que jusqu'à maintenant, c'est trop cher. On peut pas irriguer avec de l'eau désalinisée, mais au moins faire la pointe pour l'eau potable. Par contre, au niveau de
des zones urbaines, rurales, là on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. Je vous dis, il y a un projet depuis 3 ans qu'on travaille dessus, et on peut stocker pratiquement toutes les eaux qui tombent dans des surfaces agricoles. Et en Algérie, on a pratiquement que 10% qui est irrigué et 90% qui est pluvial. Eh ben, il faut qu'on maîtrise la culture pluviale. Et comment qu'on la maîtrise? C'est en utilisant à bon escient le peu d'eau qui tombe, c'est les gouttes qui tombent dans chaque parcelle. Est-ce qu'il faudrait à l'avenir, par exemple, associer les chercheurs dans la gestion politique pour mettre en place, par exemple, des politiques beaucoup plus efficientes, par exemple, associer les chercheurs en agronomie ou en hydraulique de telle sorte à accompagner les politiques qui doivent être mises en place et non pas décider unilatéralement à partir d'un ministère de telle ou telle chose qui doivent être faites, sans associer l'université. On a toujours parlé de cette passerelle, mais elle n'a jamais existé. Là, vous mettez le doigt là où il ne faut pas. Alors, effectivement, là où il faut, là où il faut pas. Là où il faut pas, parce que ça me pousse un peu à parler d'une manière un peu bizarroïde. Je vous dis, actuellement, les scientifiques peuvent faire beaucoup de choses. Mais on ne fait pas appel à eux objectivement. Ils ne sont pas associés. Ils se comportent comme des pompiers. Lorsqu'on a besoin on les appelle, ils viennent, mais sinon pour les études, pour les trucs surtout futurs et importants, les projets importants, on les associe pas. Il faut qu'ils soient associés. On a des potentialités incroyables de scientifiques et de techniciens, de spécialistes dans le domaine, dans tous les domaines. Je ne parle pas seulement de l'eau, mais il faut utiliser ce potentiel. Il faut utiliser ce potentiel. Alors on est en phase de construction d'une nouvelle Algérie. Est-ce qu'il faut revoir les politiques que nous menons en place? Revoir tout. C'est un grand terme là. Non, je parle bien sûr du secteur de l'eau. Hein. Ok. Ah oui. Pas les politiques. Hein, alors, non, ça c'est bon, c'est clair, c'est plus clair. Maintenant, dans le domaine de l'eau, je vous dis, on va partir d'un principe qui est connu par tout le monde. On n'a pas d'eau. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'eau. On n'a pas d'eau. L'Algérie n'a pas d'eau si je compare avec la moyenne mondiale. Alors, le peu d'eau, les 4% que l'on a, il faut faire en sorte que chaque spécialiste dans un domaine fasse celui qui lui revient. Celui qui doit désaliniser comme il faut. Celui qui doit traiter les eaux, recycler les eaux, réutiliser les eaux, il faut qu'il les fasse. Il y a des pays dans le monde qui réutilisent 80% de ce qu'ils jettent dans les égouts. Hanaya, on n'utilise même pas 5%. Pourquoi ? Et c'est un pays, l'Algérie n'a pas de problème en dehors de l'eau. Je le dis et je le dis. L'Algérie n'a pas de problème en dehors du manque d'eau. Si on avait de l'eau avec nos 2 390 000 km², eh ben, on serait l'un des pays les plus riches du monde. Malheureusement, sur les 43 millions d'hectares cultivables de l'Algérie, on n'a que 8,5. Ça pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas assez de pluie qui tombe. Sinon, les hauts plateaux qui font 28 millions d'hectares, eh ben, on les aurait cultivés, ben, on serait probablement, chaque Algérien aurait son hectare. Actuellement, on a moins de 0,2 hectares par personne et par an. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas produire du blé tendre. Parce que ça nécessite beaucoup d'eau. Malheureusement, avant-hier, il y avait une réunion dans ce sens-là. Eh bien, actuellement... On n'importera pas de l'orge, mais il faut faire la différence entre l'orge et le blé tendre. Si on a 2 minutes... on les a, oui. Cette idée de blé tendre, apparemment, le blé tendre, on n'importera pas. C'est déjà... un acquis. C'est ce qui a été dit par monsieur le ministre de l'Agriculture. C'est très bien. Non, on n'importera pas d'orge. J'étais présent, même pour le blé dur. Mais le malheur tana, c'est le blé tendre. Et c'est le malheur, c'est parce qu'on mange beaucoup. On mange beaucoup de farine. Ben, sur les 20 millions ou 25 millions de blé dur, c'est pas suffisant. Le blé tendre, il représente pratiquement les 3/4 de ce que nous mangeons comme céréales. Et ben, ça, c'est un problème. Et je pense que ce qui ressort d'après les spécialistes, c'est que le prix du quintal du blé tendre doit être revu à la hausse parce que pour encourager l'agriculteur actuellement, il préfère produire du blé dur parce qu'il y a à peu près 1000 dinars en plus. Et alors que le blé tendre, non. Pratiquement le travail est le même. Pour inciter l'agriculteur à produire, il faut aligner probablement le prix du blé tendre sur le blé dur. Alors, autre question, professeur Mouhouch, ce qui est relevé actuellement, c'est que dès qu'il y a une goutte d'eau, on va directement vers certaines statistiques, on les réclame même parfois pour voir quel est le niveau et le taux de remplissage de nos barrages. Certains considèrent le taux de remplissage réel et virtuel ne sont pas les mêmes puisque tous nos barrages sont en situation actuellement, c'est-à-dire d'envasement. Oui, ça aussi c'est un phénomène naturel. Tous les barrages s'envasent dans le temps. Mais mais il faut les entretenir régulièrement. Attendez, nous sommes dans une région où l'érodabilité des sols est très importante. Chaque barrage reçoit tout ce qui est
tous les ravinements qui se fait dans le bassin versant. C'est l'entretien du bassin versant qu'il faut pas toucher. Mais on le voit quand la pluie tombe, elle charrie tout. Ah, exactement. Donc il faut le bassin versant à l'amont, il faut pas le toucher, il faut pas travailler il faut pas labourer parfois, pour éviter ces problèmes-là. Et il y a des barrages actuellement qui sont complètement envasés en Algérie. Et ben de deux choses l'une, soit les surélever, ça coûte un peu cher, ou bien changer de site, la Ralb. Mais nos barrages sont pratiquement, la moitié des barrages sont pratiquement à 50%. Mais le dévasement coûte excessivement cher et certaines localités refusent de stocker la boue. Effectivement. Parce que ça prend beaucoup d'espace. Effectivement, le stockage de la boue. Le stockage de la boue, alors il y a deux boues. Si c'est le barrage, c'est pas très grave. Par contre, les gens évitent d'utiliser les boues des stations d'épuration parce qu'ils sont parfois pollués. Mais par contre, les boues des barrages sont pas aussi mauvaises que ça. Alors des questions des auditeurs, celui-ci qui vous dit, vous avez parlé tout à l'heure, professeur Mhouch, sur la déminéralisation et le dessalement, et vous dites que la déminéralisation est moins coûteuse. Pourquoi alors on a fait l'option du dessalement? Oui, parce que nous sommes au nord. On est pratiquement à 1000 km de l'Albien, disons de l'eau qui est salée. Parce qu'il faut le transférer. Il faut le transférer, et ça revient probablement beaucoup plus cher de le transférer ici pour le désaliniser mais probablement ça viendra pour le sud, parce que même au sud il manque de l'eau potable, Yannick, parce que l'Albien, je vous dis, on ne boit pas l'Albien. Parce qu'il est trop salé. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux d'encourager les recherches scientifiques ou les chercheurs pour pouvoir exploiter les eaux de l'Albien? Professeur Mhouch. C'est sûr et certain, on le dit et on le dit, le scientifique, il a toujours sa place dans cette Algérie. Maintenant, il faut savoir cibler le cadre ou le spécialiste pour pouvoir s'investir dans le domaine de l'utilisation rationnelle de l'eau. Tout à l'heure, on a dit l'efficientisation de l'eau. Il ne s'agit pas de pomper de l'eau, des millions et des millions de mètres cubes d'eau. Il s'agit de savoir les utiliser. Parce que le but de rechercher, c'est de gaspiller le moins possible pour pomper le moins possible. Si on gaspille beaucoup, ça veut dire qu'on va pomper beaucoup. Et actuellement, je vous l'ai dit tout à l'heure, que lorsque on pompe 100 mètres cubes en agriculture, eh ben, on perd 50 mètres cubes avant d'être utilisé par la plante. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, les palmeraies et les cultures de l'ouest de Biskra se dessèchent. La raison invoquée par les agriculteurs de la région est l'assèchement de l'Oued El Djeddi qui se prolonge de l'Arwat à Biskra sur 400 km, car on a construit des digues à l'Arwat sans se soucier de Biskra. Alors, maintenant, si on considère, oui, effectivement, je connais bien ce problème et cette région-là. C'est vraiment Oued Djeddi, ou la Oued Djeddi, ça dépend comment on l'appelle. Il passe juste au sud de Biskra. Et avant, il y avait une réalimentation de la nappe avec une eau qui est, parce que Oued Djeddi n'est pas salé, disons, il est facilement utilisable directement pour l'agriculture. Maintenant, si effectivement il y a eu des aménagements qui ont été faits à l'amont, à commencer par une digue à l'Arwat que j'ai visité avec les étudiants il y a 2 ans de cela, effectivement ça va diminuer un petit peu le flux d'écoulement vers le sud. Mais ça, est-ce que il est préférable de laisser l'eau aller se perdre dans le Grand Sud, ou bien, avec bien sûr le problème de manque de réalimentation de la nappe, ou bien construire une digue pour réalimenter encore le barrage qui se trouve à droite, sur place ici. Il est à 4 km par rapport au barrage qui se trouve à droite. Alors, autre question de l'auditeur aujourd'hui qui vous dit, aujourd'hui nous n'exploitons pas suffisamment l'Albien, mais l'Albien algérien est sous les projecteurs de beaucoup de pays qui voudraient nous extirper ou nous prendre cette richesse. Bien sûr, au-delà bien sûr d'autres considérations, c'est-à-dire tout ce que contient le sous-sol algérien en termes de richesse, pétrole et autres. Bon, pétrole, avec je n'entre pas dans ce détail, je sais pas. Oui, c'est pas votre domaine, moi je le dis par rapport à l'auditeur. Mais l'eau, parce que sans l'Albien, le Sud, qu'est-ce qui pourrait vivre dans le Sud? Mais les gens vivaient déjà avec des puits, creusaient des puits par le passé. Mais c'était lorsqu'il n'y avait pas beaucoup de population. Mais actuellement, la population a été multipliée par 40 ou 50 depuis l'indépendance. Mais dans tous les foyers, vous avez un puits pratiquement au Sud. Souvent. Mais actuellement, les pluies se rabattent, les nappes se rabattent. Souvent, il y a un problème de rabattement de nappes. Mais maintenant, au moins, cet Albien, c'est une roue de secours pour éviter de dire qu'au Sud, il n'y a pas d'eau.
Alors le monde à l'avenir sera confronté à de plus en plus de conflits en raison du manque d'eau. On le voit actuellement entre le Soudan et l'Égypte. On le voit aussi dans d'autres localités, comme par exemple par rapport au Golan, entre la Syrie et l'État colonial israélien. Et est-ce que c'est le cas? Ça va être le cas également au niveau de notre localité? Est-ce qu'on pourrait être confronté à ce type de conflit? Non, en Algérie, il n'y aura pas ce problème. Pourquoi? Parce que pour la simple et unique raison que la seule chose qui est bien pour l'eau, je dis bien, la seule chose qui est bien pour l'eau pour l'Algérie, c'est que notre dépendance est pratiquement nulle. Nous dépendons de personne, alhamdoulilah. Le 4% nous ne dépendons que du Maroc, 3% de Djerfstorba, le reste c'est algérien, c'est à l'intérieur de l'Algérie, on ne dépend de personne. Par contre l'Égypte et la Syrie, ils dépendent malheureusement à 96% de l'amont. Donc c'est un problème. Entre les deux. Pas pour le Nil. Mais le Nil, il y a 8 pays. Pour le Nil, oui. 8 pays malheureusement. Si chacun prend sa part, probablement que l'Égypte aurait un problème de manque de stock. Est-ce qu'il faudrait revoir la politique qui est engagée actuellement par rapport à la gestion de l'eau? Est-ce qu'il faudrait décentraliser la gestion de l'eau au niveau des collectivités locales? Ou alors avoir toujours un viseur au niveau central? Actuellement, je pense sincèrement qu'au niveau local, il n'y a pas assez de compétences pour pouvoir gérer objectivement les ressources hydriques. Par contre, là où s'il y a des endroits où il y a assez de compétences, il vaut mieux les laisser gérer parce que c'est leur bien. Ça leur revient de droit. Mais je ne pense pas que toutes les 1400 communes aient des potentialités pour pouvoir gérer les ressources hydriques. Je pense qu'il vaut mieux laisser les spécialistes, les sociétés capables de gérer ces trucs-là, en attendant qu'il y ait des potentialités pour pouvoir les transférer à la localité. Alors, il n'y aura pas de nouvelle Algérie Souhila, ce sera la même Algérie avec une vision nouvelle. C'est tout ce que nous pouvons espérer aujourd'hui pour notre pays. Non, Professeur il ne Mouhouch. faut pas être catastrophe. Non. Il ne faut pas être... ما تكونوش متشائمين. Pessimiste. l'Algérie هاني قلت لك je le dis l'Algérie n'a pas de problème en dehors du manque d'eau. Il n'y a pas de problème en dehors du manque d'eau. Qu'on me dise ce qui nous manque, bien sûr, il faut qu'on s'y mette au travail. Il faut bien que le rendement de chaque individu soit amélioré, mais si on arrive à réutiliser les eaux qui sont jetées, si on arrive à désaliniser encore mieux maîtriser, à bien gérer les ressources hydriques du sud et à collecter le peu d'eau qui tombe du ciel, parce que la moyenne de l'Algérie c'est 89 mm malheureusement, c'est très peu, très peu. C'est pas à Alger on dit 650 mm, mais la moyenne de l'Algérie totale, la moyenne c'est 89 mm, parce qu'à Adrar il n'y a que 18 mm par an. C'est même pas un jour d'évapotranspiration. Alors comment on doit se projeter vers l'avenir? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui? Il y a lieu de s'y mettre pour bien gérer ce facteur limitant qui est l'eau. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il y a quelque chose de très important à faire, c'est de mobiliser, à collecter toutes les eaux qui peuvent être collectées. Je vous dis par exemple, une villa qui a 100 mètres carrés à Alger, chaque mètre carré de cette villa, des 100, chaque millimètre qui tombe, c'est 1 litre. Ça veut dire, comme il tombe 600 mm, il faut multiplier les 100 par 600 mm. Vous voyez qu'il y a 60 000 litres qui sont tombés sur cette villa. Cette villa, pour laver la voiture, pour irriguer le gazon, pour la verdure, pour tout ça, on peut s'en passer de tout ce qui est eau de la ville et utiliser la bâche à eau. Alors, un auditeur qui vous dit, justement, en rebondissant sur cette question de villa, il vous dit, dans ces villas, il y a aussi des piscines. Est-ce qu'il faut supprimer les piscines? Alors, non, il ne faut pas être... mais par contre, celui qui a une piscine, il doit payer en conséquence. Il ne faut pas faire payer le malade qui est à l'hôpital le verre d'eau qu'il boit, comme celui qui nage, qui a une piscine chez lui. Il faut payer ce qui est dû. Il faut revoir la tarification du prix de l'eau qui est subventionné actuellement. C'est la raison pour laquelle il y a autant de gaspillage. Il n'y a pas de doute. Vous avez mis le doigt là où il ne faut pas. Je vous dis parce qu'on n'a pas assez de temps. Malheureusement en Algérie, le mètre cube d'eau coûte 2 dinars. Mais c'est incroyable. 2 dinars. 10,000 litres. 1000 litres, soit 2 dinars. Mais ça ne se fait pas. Alors que le mètre cube d'eau peut produire 4 kilos de pommes de terre, 4 kilos de tomates, disons 300 grammes de blé, et jusqu'à 40 kilogrammes de pastèque. De dinars. Il faut que le prix de l'eau soit objectif. Il faut que on paye l'eau objectivement. S'il faut, par exemple, pour les cultures stratégiques, s'il faut faire en sorte qu'on ne paye pas, on ne paye pas, parce que c'est stratégique. Mais celui qui fait de la fraise, celui qui fait le
melon, celui qui fait des trucs, il se fait de l'argent. ولكن il va pas payer 2 dinars l'argent تاع الماء. Ça se fait pas. Est-ce qu'il faut revoir la tarification pour tout le monde, sans exception, ou alors il faut distinguer ceux qui n'en ont pas les moyens avec ceux qui ont les moyens, les agriculteurs qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens? À mon avis, ça oui, socialement parlant, il faut, premièrement, je commence par les produits stratégiques. Les produits stratégiques, il faut alléger. Même s'il le faut, il ne faut pas payer. Oui, stratégique, voilà. Les céréales. Voilà. Ce qui n'est pas stratégique, il faut payer objectivement. Maintenant, s'il y a un citoyen, le pauvre, la Galbalé, de quoi payer, ben, il peut avoir une carte de citoyen, mais il ne peut pas payer. Distinguer le riche du pauvre. Bien sûr. Par contre, celui qui se fait de l'argent, le vrai argent, avec de l'eau, qui coûte 2 dinars le mètre cube d'eau, c'est pas normal. Alors, بيعاونوا. قرعة limonade. Un mètre cube d'eau يدير 10,000 litres تاع limonade. علاش تشريها ب 56 دينار؟ علاش؟ Non. On achète la limonade à 56 dinars et on paye l'eau à 20 dinars. Vous avez bien compris. Mais le mètre cube d'eau fait 1000 litres. 1000 litres de limonade. 1000. 10 100. Elle a 56 dinars. C'est pas normal. C'est pas logique. Il faut revoir cette politique. Il faut la revoir. Mais pas casser l'industriel. Hein? Non. C'est pas l'objectif. Si on casse l'industriel, on n'a rien fait. Il faut être objectif. Monsieur professeur Brahim Wahouch, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt.